Mardi 22 février 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française sur Viva. Tout de suite, concernant l'évolution du cyclone Emnati, vers 16 heures locales, Emnati était localisé à 126 km à l'est-nord-est de Mananzar. Il se déplace vers l'ouest et atterrira entre Mananzar et Manakar en tant que cyclone tropical entre 21h et minuit selon les prévisions du service de la météorologie. Reportage. À 16 heures locales, le cyclone tropical Emnati était positionné à 126 km à l'est-nord-est de Mananzar. Le vent moyen qu'il apporte est estimé à 140 km à l'heure, alterné par des rafales de 195 km par heure. Il se déplace vers le sud-ouest à raison de 22 km à l'heure. D'après les tendances des données récentes, il touchera terre probablement sur la limite entre les districts de Mananzar et Manakar, vers 22 heures locales, au stade de cyclone tropical avec des vents de 140 km à l'heure. Il poursuivra ensuite son trajet vers l'intérieur des terres pour ensuite ressortir en mer dans le canal de Mozambique, dans la région Anjouy demain soir. Le niveau d'alerte est donc mis à jour comme suit. Alerte rouge ou danger imminent pour la région Vadvav, Fitvnan, Atsimotsnanan, Mangour, Prikaville, Vatumanch, Maanour, Antanambao, Manampus et Marolamb. Depuis 18 heures, les populations des régions Vaknakarach, Amurunmani, Matsiachambun et Yurumbe ont également appliqué l'alerte rouge. Alerte jaune pour Antsimonjefan, Anjouy, Anous, Manzakanjin, Anjamassen, Antananarivo Avarajan, Antananarivo Asimjan, Antananarivo Rinvuij, Ambujachim et Arivunmam. Alerte verte ou avertissement pour Bunglav, Menabe, Anzurbe, Ankasbe, Swavnanjin et Mirnariv. Alerte levée pour Analanzrouf, Alauch, Thomasna 1 et Thomasna 2. Une nette dégradation du temps est en cours. Les fortes pluies intéressent désormais les littoraux avec des vents forts avec des rafales. Des inondations généralisées sont à craindre suite au cumul pluviométrique excessif anticipé surtout sur les régions Vadvav, Fitvnan, Matsiachambun, Atsimotsnanan et le Grand Sud. Il existe également un risque élevé de marée et de tempête, une submersion marine de l'ordre de 1,6 m dans les parages de la zone d'impact. La mer sera forte de 3 à 5 mètres, mais phénoménale le long des côtes de Vadvav et à Atsimotsnanan, notamment de 6 à 14 mètres des vagues déferlantes. Étant donné les vulnérabilités des régions concernées, d'énormes dégâts généralisés sont à craindre si le niveau de préparation est faible. Ainsi, Météo Madagascar incite tout à chacun à suivre attentivement les consignes émises par les autorités. Et toujours dans ce cadre, les transports de passagers sur la route nationale numéro 2 reliant Antananarivo et Thomassen sont actuellement interrompus en raison des fortes pluies et des vents violents provoqués par le cyclone Emnati. Selon une note du ministère des Transports et de la Météorologie, les zones classées rouges et jaunes sont concernées par cette suspension momentanée qui durera 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Un reportage de Ruth Ristel et Yves Janel. Ici, à la gare Makidan d'Utapenak, le stationnement des taxis brousses reliant Antananarivo à Tamatave est vide. En effet, le ministère des Transports et de la Météorologie a publié une note hier interdisant le transport des passagers sur l'axe reliant la capitale aux zones rouges et jaunes, dans le but d'éviter les accidents dus aux intempéries. Cet arrêt temporaire durera 2 jours et concerne les zones nationaux et régionaux classées zones rouges et notamment une partie de la RN7. Selon les responsables, certains taxis brousses sont arrivés dans la matinée à la gare mais ont été renvoyés chez eux, si d'autres sont arrivés tôt le matin depuis Thomassen. Par ailleurs, les taxis brousses reliant Antananarivo RN6 et RN4 peuvent continuer d'exercer. Et les travaux de réhabilitation des routes dans le district de Nosy-Be sont achevés à 50% actuellement. Le ministre des Travaux publics est descendu sur les lieux en fin de semaine et selon les prévisions, la réhabilitation sera achevée au mois d'août prochain. Un reportage de Nater Akoutmav. 3 portions de route font actuellement l'objet de réhabilitation dans le district de Nosy-Be. Il s'agit de la route V1 et V2, croisement Madur vers Fassen, long de 24 km,
de la route d'Ampura mesurant 6 km et la route du cratère mesurant 1,4 km. Les travaux avancent, comme on le constate, pour la grande joie de la population de Nouzbé. Selon ces mères de famille, leur trajet pour aller au marché se trouve facilité. En effet, plus besoin de manutentionnaires pour transporter leurs emplettes puisque les badjages peuvent circuler sans difficulté. Des badjages dont le prix des courses a été divisé par 6 puisque de 6 milliards, le trajet est actuellement 1 milliard, soutiennent-elles. La ville de Nouzbé aura sa renommée d'avant qui est la ville des touristes selon le ministre des Travaux publics. Et c'est justement pour cette raison que la réhabilitation des infrastructures pouvant promouvoir ce secteur est priorisée. De plus, la réhabilitation de ces routes était une promesse présidentielle d'Anjrazouil. Les travaux qui sont achevés à 50% actuellement devraient être achevés au mois d'août prochain. Des individus mal intentionnés usurpant l'identité de la première dame dans un but d'arnaque. Face à cela, l'association FITI invite tout à chacun à faire preuve de la plus grande prudence. En effet, ces usurpateurs sont sur presque tous les réseaux sociaux et plateformes de communication. Ils prennent contact par message ou par mail et demandent de l'argent ou proposent des offres alléchantes moyennant finance. Ces pratiques condamnables ne sont pas celles de la première dame ni de l'association FITI selon les explications. De nombreuses personnes ont pu bénéficier des soins gratuits durant la tournée des cliniques mobiles, une tournée dans le cadre de la prise en charge des sinistrés qui s'est achevée la fin de la semaine dernière dans le district de Vangainjan et Farafangan. L'association FITI, présidée par la première dame, Madame Elradzouil, a activement contribué à la prise en charge sanitaire des sinistrés. Un reportage de Rad Ramanzatouf. Les cliniques mobiles ont été en tournée dans 6 districts de 3 régions durant une semaine. Les districts d'Ifanadine et Mananzar pour la région Vadvav, les districts de Manakar et Vuipin pour la région Fitvnan et les districts de Vangainjan et Farafangan pour la région Atsimwatsnanan. L'objectif étant de veiller à la santé des sinistrés suite au passage du cyclone Matirai. Dans ce cadre, plusieurs personnes ont rejoint les cliniques mobiles pour s'y faire consulter. Ils ont été pris en charge et traités gratuitement. Plusieurs offres sanitaires ont été disponibles au niveau des cliniques mobiles. Une consultation générale, une offre sanitaire spécifique mère-enfant, la prise en charge des enfants dénutris, la distribution de moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants, une consultation dentaire et la vaccination anti-Covid. Plusieurs partenaires ont collaboré avec le ministère de la Santé publique dans cette opération, dans l'association FITI qui contribue activement dans la prise en charge des sinistrés. D'après les explications apportées par le ministre de la Santé publique, la prise en charge des sinistrés se poursuivra au niveau des centres de santé de base. Ce dernier a ajouté que l'État malagasy se tiendra toujours aux côtés de la population malagasy, particulièrement dans les moments tragiques comme le passage d'un cyclone. Et sur un tout autre sujet, plus de 80 pickpockets ont été arrêtés par la police nationale dans la région Analamang en une semaine d'après le rapport du directeur régional de la sécurité publique ce jour. Une opération réussie grâce à une nouvelle stratégie mise en place par la police nationale qui s'est donc avérée efficace d'après les explications contenues dans ce reportage de Felin Rakutoir Soul et Jaihan Jiamar. Mis à part les tâches quotidiennes de la police nationale, cette dernière a également mis en place une nouvelle stratégie dénommée Opération Coup de poing dans le cadre d'une résolution pérenne du problème d'insécurité dans la région Analamang. 422 personnes ont été contrôlées dans le cadre de cette opération. En cette deuxième semaine de sa mise en œuvre, 247 parmi ces 422 ont fait l'objet d'examens de situation. 175 constatés être en situation illégale après examen, 62 ont été envoyés en détention provisoire, 29 libérés provisoirement. Ces 84 sont encore en cours d'enquête. Au total, une centaine de zones sont déclarées à haut risque en matière de sécurité dans la région Analamang. Cette nouvelle stratégie d'opération y sera donc appliquée afin de restaurer la sérénité au sein de la population. La police nationale sera particulièrement stricte en ce qui concerne le contrôle des 2 roues.
Et le remblaiement du lac d'Anjantapan a été suspendu suite à une note de l'APIPA parvenue à la commune de Talatamat ce jour. L'on doit donc procéder au déblayage des terres de remblai déjà déversées au niveau du lac. Conformément à cette note, à noter que ce lac constitue une source de revenus pour de nombreux ménages dans ce local. Fin de Channel. Aucune autorisation ni procédure n'a été effectuée dans le cadre du remblaiement du lac d'Anjantapan. C'est à travers une enquête que l'on a pu constater qu'il s'agit d'un projet d'évacuation d'eau effectué par 2 entreprises sises à Anocial. Une note de l'APIPA est parvenue au niveau de la commune ce jour, mentionnant une procédure de déblayage d'après les explications apportées par le maire de Talatamat ce jour. Le remblaiement de ce lac pourrait entraîner des inondations et détruira les cultures vivrières des cultivateurs des alentours. Les pêcheurs risquent également de se retrouver chômeurs à cet effet. À titre de rappel, la population locale a manifesté samedi contre le remblaiement de ce lac qui constitue pour eux une source de revenus. La 4e édition du concours Ma thèse en 180 secondes a été officiellement lancée ce jour au siège de l'AUF à Faravouj. Il s'agit d'un projet commun du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l'AUF Océan Indien et du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Madagascar. Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants et aux jeunes chercheurs de partager auprès du grand public leurs sujets de recherche en termes simples, de façon convaincante et attractive en 3 minutes. Des concours auront lieu en province en avril et en mai. Ils seront qualificatifs pour la grande finale nationale qui sera organisée à Antananarive au mois de juin à l'IFM. Le lauréat de la finale nationale représentera Madagascar à la finale internationale du concours qui aura lieu à Montréal en octobre 2022. Plus d'explications dans cette interview. Regard croisé sur les opportunités et les défis de l'employabilité des jeunes francophones. Vous l'aurez compris, notre objectif n'est pas uniquement de célébrer la langue française, mais également de faire participer les jeunes au débat citoyen, aux discussions autour des actualités, mais également autour de leur propre avenir. Nous souhaitons aussi développer les échanges entre les jeunes pour qu'ils créent des liens entre eux et pour qu'ils défendent aussi les valeurs en fait portées par leur établissement d'origine. Et sur le plan sportif, les candidatures de 4 ressortissants étrangers et des Malagasy ont été retenues pour le poste du directeur technique national de la Fédération malagasse de football, faisant suite à la sélection qui s'est tenue hier, d'après nos sources au sein de la fédération. Nicolas Dupuis, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, figure parmi ces postulants. Le nouveau directeur technique national et le nouveau coach des Barrières à Madagascar seront connus d'ici jeudi au plus tard. Ces derniers procéderont par la suite à la sélection des joueurs qui formeront l'équipe nationale pour les 2 matchs amicaux au mois de mars qui auront lieu, l'un à Madagascar même et l'autre dans un pays étranger qui reste inconnu pour l'instant. Et concernant les actualités internationales de ce jour, les obus tombent de plus en plus près des habitations en Ukraine, près de la frontière avec la Russie. Les habitants tentent de se rassurer, mais les récentes déclarations de Vladimir Poutine sur la reconnaissance des territoires séparatistes fait craindre le pire à cette population qui vit déjà les violations régulières du cessez-le-feu en vigueur entre les 2 armées. Reportage de France 24. L'armée ukrainienne en reconnaissance dans un village bombardé tout près de la ligne de front. Des tirs d'armes automatiques au loin et des civils qui ont choisi de rester malgré les tirs d'obus. Le premier impact est tombé à 50 mètres de cet immeuble. J'ai vu dans le ciel une boule de feu grosse comme ça. Elle est tombée comme une météorite. J'ai été poussée par le souffle. Devant l'immeuble, des observateurs ukrainiens. Ils collaborent avec l'OSCE, cet organisme international qui recense les violations du cessez-le-feu. De quelle direction venaient les projectiles? Ils essaient de répondre à cette question, mais ne sont pas autorisés à nous parler.
plus loin, ce militaire nous montre l'un des points d'impact d'obus. Il affirme que les responsables, ce sont les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. Je ne peux pas dire exactement d'où ça vient pour des raisons de sécurité. Mais pour moi, c'est clair, cela vient de l'ennemi. Sur la ligne de front, de l'autre côté, ce sont les séparatistes pro-russes. Ici, ce sont les Ukrainiens. Des soldats que l'on ne voit jamais faire usage de leurs armes. L'armée ukrainienne communique sur des hommes aux aguets, mais jamais à l'offensive. Tous, bien sûr, suivent les négociations diplomatiques en cours. Je ne crois pas que l'on puisse trouver un accord avec Poutine. C'est un homme qui n'acceptera pas de reculer. J'ai peut-être tort, mais il ne tient pas ses promesses. Toujours sur la ligne de front, un point de passage entre les deux territoires ennemis. Ces civils arrivent de la République séparatiste pro-russe. Des femmes souvent bouleversées, retrouvant des proches vivant en Ukraine. La tension est en fait la même pour tous ces civils, qu'ils vivent d'un côté ou de l'autre. Je ne peux pas parler. C'est trop dur tout ça. Sur cette ligne de front, longue de 427 km, les avis sont partagés. Certains soldats sont convaincus que la paix est encore possible. D'autres disent que la guerre est inévitable. Une certitude. D'un côté comme de l'autre, on se rejette la responsabilité des violations du cessez-le-feu. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi 22 février suspendre l'autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de provinces ukrainiennes pro-russes. Reportage. Au regard des derniers développements, nous devons réévaluer la situation de Nord Stream 2. J'ai demandé au ministère de l'économie de retirer le rapport sur la sécurité de la fourniture à l'Agence des réseaux fédéraux. Cela peut paraître un peu technocratique, mais c'est la première étape nécessaire pour s'assurer que ce gazoduc ne sera pas certifié. Et sans certification, Nord Stream 2 ne pourra pas opérer. Et à Bamako, les manifestations célèbrent de nouveaux partenaires russes du Mali. L'opposition, elle s'inquiète, l'ex-ministre Kassoum Tapo met en doute la fiabilité du groupe Wagner, rappelant qu'il s'agit d'une société privée agissant pour ses intérêts. Dans la région de Gao, des populations se disent livrées à elles-mêmes et réclament le retour de la sécurité. Toujours un reportage de France 24. Sur la place de l'Indépendance, ils étaient plusieurs centaines venus fêter l'annonce du départ des troupes françaises installées au Mali depuis 9 ans. Nous sommes dans la joie. La souveraineté appartient au peuple. C'est un conseil à Emmanuel Macron d'entendre ces messages avant qu'il ne soit trop tard. Un départ demandé ici par les manifestants qui dénoncent l'enlisement de l'opération Barkhane et la politique étrangère de la France au Mali. La semaine dernière, les autorités de transition ont demandé le retrait sans délai des forces Barkhane et Takuba, un retrait dont se félicitent certains ici qui saluent les nouveaux partenaires de l'armée malienne. Grâce à la Russie aussi, qui sont venus pendant 6 mois à 7 mois, ils sont là déjà. Ils ne font que former notre femme. Et la France est là, ça fait plus de 9 ans et il n'y a rien qui a changé. Un partenariat avec la Russie qui inquiète certains au sein de la classe politique de l'opposition. Et sur le plan militaire, l'armée malienne va être avec qui aujourd'hui? Le président russe a dit que l'État russe n'est pas concerné. Donc on a affaire avec une société privée qui vient pour leurs intérêts, pas autre chose. Ils ne vont pas mourir pour le Mali. Et le jour où on ne les payera pas, c'est là qu'on sera abandonné en plein vol. Malgré la montée en puissance de l'armée malienne revendiquée par les autorités de transition, 8 soldats ont été tués il y a quelques jours alors qu'ils se trouvaient en opération au nord, dans la zone dite des 3 frontières. Une zone où des dizaines de civils ont récemment été exécutés par l'État islamique au Grand Sahara. Pour cet élu de la région de Gao, les populations locales font régulièrement l'objet de représailles de la part de groupes djihadistes qui opèrent dans la zone. Des populations livrées à elles-mêmes qui demandent le retour de la sécurité. Il faut que nous-mêmes, on soit un. C'est-à-dire dans l'ensemble, les groupes armés et les groupes signataires ne sont pas un. Républicain, ce serait très difficile. Parce que pour mener la sécurité, il faut connaître le terrain, il faut savoir qui est qui. Dans ce territoire immense qui échappe aujourd'hui au contrôle de l'État,
Les populations demandent la mise en place d'une armée nationale reconstituée, prévue dans les dispositions de l'accord de paix d'Alger. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série quotidienne, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.